bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État regagne le pays à l'issue d'un déplacement privé à l'étranger. Aux nouvelles mondiales, l'ONU, des voix s'élèvent aux Nations Unies contre la guerre au Proche-Orient. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a regagné ce dimanche, en début de soirée, le pays à l'issue d'un déplacement privé de quelques jours en France. En clôturant ainsi son agenda personnel, le président Guelleh donne le signal fort de sa volonté de se consacrer pleinement aux affaires de l'État et de mobiliser toute son énergie pour relever les défis qui se posent à notre pays et à notre peuple. عافيماد نقول الجوق أبو أدوي جبيو عافيماد نقول الجوق أبو جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ديغانتا نعبكاغو جمل قافكو حران ماركا جاغا صديقة أجر إيو انتي جعل وانا قاقا عافيماد نقول الجوق أبو أدوي جبيو عافيماد نقول الجوق أبو جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا. Autre actualité de ce journal, une réunion de haut niveau du comité de pilotage de la mutilation génitale féminine s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple, en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, du secrétaire général du ministère de la Santé et de la Justice. Organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, un événement qui a marqué l'arrivée d'une délégation internationale venue évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre cette pratique encore en prévalence à environ 70% dans le pays. Djibouti est l'un des 17 pays soutenus par le programme conjoint pour l'élimination des MGF. Il a démontré un engagement ferme dans cette lutte. Une stratégie nationale globale a été mise en place impliquant divers acteurs clés issus des différents secteurs dans le but de renforcer les efforts pour abolir cette pratique néfaste. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, mène des discussions communautaires ainsi que des campagnes de sensibilisation pour remettre en question les normes sociales qui perpétuent les MGF. On écoute à présent le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, son Excellence M. Momen Hassan Barre. Il m'est agréable d'être parmi vous aujourd'hui ici pour participer à cette importante réunion qui symbolise notre engagement commun envers l'amélioration de la condition féminine dans notre société. Je tiens à remercier d'abord à ma collègue, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, pour l'invitation et pour son rôle dans la lutte contre les mutilations génitales féminines qui affectent une partie de la nation. Notre ministère s'associe pleinement à cet effort car nos oulémas travaillent depuis longtemps dans la sensibilisation communautaire pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Les services des programmes conjoints a mené des actions louables qui a donné des résultats tangibles sur le terrain. Le rôle des oulémas est essentiel dans les processus de changement de perception et de comportement. En s'appuyant sur leur autorité religieuse, ils peuvent facilement et efficacement influencer la société et ses pratiques traditionnelles. Donc ensemble, nous, en tant que ministère concerné et les organisations partenaires, nous poursuivrons nos efforts pour la prise de conscience contre
ces fléaux qui affectent, comme je disais tout à l'heure, une partie de la population djiboutienne. La ministre Mona Ousmane Aden a indiqué pour sa part, avec le soutien de programmes conjoints et d'autres partenaires internationaux, Djibouti intensifie ses efforts pour accélérer l'abandon de cette pratique à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale. On écoute. Et vraiment, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à Djibouti. Et vous souhaite aussi de pouvoir profiter, pas seulement de travailler, mais également de profiter du beau paysage du pays pendant votre séjour à Djibouti. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'abord de remercier l'ensemble des pays présents ici, parce que je pense que chacun représente un pays et ensuite représente une institution des Nations Unies pour travailler aux côtés de Djibouti sur cette question de la mutilation génitale féminine, qui est donc une question prioritaire pour la politique de protection, de lutte contre les mauvaises pratiques. Mais c'est aussi une volonté politique de travailler de façon concertée et ensemble contre ces pratiques néfastes. Et je pense que Djibouti, depuis plus de 20 ans, les efforts et les évolutions qui ont été faits sont palpables, remarquables, et nous sommes fiers d'avoir abouti à ces résultats-là. On a pu aboutir à ces résultats-là parce que d'abord il y a donc la volonté politique, mais il y a également la collaboration étroite de tous les parties prenantes pour vraiment que nos actions soient coordonnées et efficaces. Je veux remercier également le FUNIAP et l'UNICEF, qui sont donc les agences qui sont étroitement impliquées dans ces travaux et qui travaillent aux côtés de tous les départements ministériels que j'ai cités, pour que ces actions soient menées de façon effective et efficiente sur le terrain. Ensuite, aujourd'hui, le 30 septembre 2024, au Djibouti, Palace Kempinski, s'est tenu le lancement officiel du projet Cruise Djibouti, un projet essentiel pour renforcer la résilience du pays face aux événements hydrométéorologiques dangereux. Ce projet, élaboré en partenariat avec des institutions nationales et des organisations internationales, vise à améliorer les systèmes d'alerte précoce multirisques tout en favorisant une meilleure préparation et réponse aux catastrophes climatiques. Le projet s'est structure autour de 6 résultats clés, incluant l'amélioration des services météorologiques et climatiques, le développement d'informations sur les risques, le renforcement des technologies de l'information ainsi que la mise en place de plans de préparation et de réponses accessibles. Il prévoit également l'élaboration de programmes de sensibilisation et la formation des parties prenantes tout en prenant en compte le dimension genre à travers ce projet. L'ANM, en collaboration avec des acteurs tels que le CERD et le secrétariat exécutif pour la gestion des risques et des catastrophes, bénéficiera d'un soutien significatif pour améliorer ses infrastructures et ses capacités humaines. Le lancement a également permis de valoriser le rôle central des organisations locales. La présence figure imminente de M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Transports et des Infrastructures, M. Mohamed Ismaël Lour, directeur de l'ANM, et M. Mohamed Jaloudine, directeur général du CERD. On a la menace de tremblement de terre un jour, on a la menace de la sécheresse, on a la menace des inondations, on a la menace des cyclones, comme on a vu par exemple à Tajoura à 31 août. On a les menaces de fortes ventes. Il y a très peu que la science peut faire encore pour prédire les tremblements de terre. On sait si nous sommes dans une zone sismique ou pas, mais on ne peut pas prédire si l'événement va nous arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années. Par contre, la science peut prédire les inondations, peut prédire les typhons, les cyclones, peut prédire les sécheresses. Ensuite, nous allons écouter M. Mohamed Ismaël Nour, directeur de l'ANM, qui a souligné l'engagement des institutions nationales. Ce projet revêt une importance capitale pour le renforcement de nos capacités en matière de prévention et de gestion des risques météorologiques et climatiques dans notre pays. Le projet Cruise Djibouti a pour objectif principal de développer et de mettre en place un système d'alerte précoce multidimensionnel
et intégré capital de fournir des informations et des alertes fiables en temps réel à l'ensemble de nos concitoyens. Le changement climatique est l'affaire de tous. L'adaptation au changement, l'adaptation aux conséquences des changements climatiques permet de protéger des personnes, des habitations, les infrastructures et les écosystèmes naturels. Le gouvernement de Djibouti s'engage entièrement à soutenir ce précieux projet étant très utile pour le pays. Voici ensuite le ministre Hassan Hamad Ibrahim, ministre des Transports et des Infrastructures, pour plus de détails. Ces projets marquent une étape décisive dans notre engagement à protéger notre nation et notre peuple face aux défis croissants du changement climatique. Djibouti, notre pays, est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Les sécheresses prolongées menacent les ressources en eau, tandis que les inondations soudaines mettent en péril nos communautés. Ces réalités ne sont pas de simples statistiques, mais des menaces tangibles pour notre avenir et notre développement. Les projets Kraus Djibouti incarnent notre vision d'une nation résiliente et proactive face aux risques climatiques. Il est le fruit d'une collaboration exemplaire entre notre gouvernement, l'Organisation météorologique mondiale, l'Agence des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes et nos précieux partenaires internationaux. Notre Agence nationale de météorologie, sous la tutelle de mon ministère, jouera un rôle central dans la mise en œuvre de ce projet. Nous nous engageons à renforcer nos capacités de prévision, à moderniser nos systèmes d'alerte précoce et à développer des stratégies innovantes pour protéger nos citoyens et nos infrastructures. Autre actualité de ce soir, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diri, a présidé ce matin un atelier de présentation d'un méga-projet sur la promotion touristique en République de Djibouti. Porté par un groupe chinois, le projet consiste des aménagements et embellissements des plusieurs sites touristiques, à savoir l'île Moucha et l'île de Mascali. À cette occasion, le groupe chinois a présenté devant le ministre les tenants et aboutissants de ce méga-projet touristique, dont tous ses aspects, notamment économiques et environnementaux. Le ministre était accompagné par ses proches collaborateurs, comme le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, et M. Ousmane Abdi, directeur général de l'Agence nationale du tourisme. Après la présentation, le ministre ainsi que les cadres présents à cet atelier de présentation ont pu réagir sur le contenu de ce projet emblématique. C'est ainsi que le ministre, M. Mohamed Warsame, est intervenu sur les aspects écologiques et la préservation de l'écosystème maritime, vu que les sites évoqués font partie des zones maritimes, zones marines protégées. Dans sa réaction, le ministre a félicité le groupe chinois de s'intéresser à Djibouti et promouvoir le tourisme dans le pays. Nous allons écouter à présent le directeur général de l'Agence nationale du tourisme qui a réagi sur le tenant et aboutissant de ce méga-projet touristique. C'est une compagnie chinoise qui a une large expérience dans le domaine de construction, aussi bien dans le domaine touristique et dans le domaine d'urbanisation, qui est avec nous à Djibouti. Ils sont avec nous depuis 4 mois. Aujourd'hui, ils nous ont présenté le plan d'aménagement de l'île Moucha Mascali. C'est un plan intégré qui comprend plusieurs projets et qui va permettre l'essor du tourisme. Non seulement du tourisme au niveau balnéaire, mais aussi du tourisme de Djibouti au niveau régional. C'est un projet qui va générer aux alentours de 20 000 emplois, Inch'Allah.
et qui va nécessiter un coût d'investissement de 5,1 milliards de dollars. Pour la mise en œuvre de ces projets, Inch'Allah, c'est un projet estimé pour une durée de 5 ans, Inch'Allah, 2025 jusqu'à 2029. Encore, le Kempinski Palace a abrité aujourd'hui une importante réunion qui a réuni entre le cadre du ministère du Commerce et la délégation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, en mission de travail à Djibouti depuis une semaine. Cette rencontre vise à renforcer les échanges commerciaux entre les pays membres de la ZLECAf, notamment le corridor qui relie entre Djibouti et Addis Abeba et les installations portières ainsi que la zone franche internationale de Djibouti. Cette réunion a été l'occasion pour les représentants de la ZLECAf de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord commercial continental et d'explorer des opportunités supplémentaires de coopération économique entre les membres. Après le lancement officiel hier de la Semaine nationale de l'unité au Palais du Peuple, et toujours dans le cadre de ces activités de cette semaine, ce matin au Palais du Peuple, la caravane de l'unité s'est rendue à Obok, baptisée Festunité. Le départ du flambeau de l'unité a été lancé devant l'esplanade du Palais du Peuple vers l'escale de Djibouti sous l'ambiance et l'enthousiasme général. Dans le même élan de fierté, la caravane de l'unité, conduite toujours par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, accompagné de son collègue de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, qui a emprunté la voie maritime à destination d'Obok. Cette délégation était composée de hauts responsables du ministère des artistes de Djib Talent et des différentes équipes de la presse de Djibouti, dans l'atmosphère empreinte de la joie et de la fraternité. Les participants se sont vus embarquer dans des vedettes mises à leur disposition par le commandement de la garde-côte, comme vous pouvez voir dans ces images. Arrivée à Obok, la délégation conduite par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, toujours accompagnée par M. Kassim Haroun Ali, s'est vu être chaleureusement accueillie par les autorités locales d'Obok, et notamment par le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, et du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad Ismail. Égalité, kinni nom nui bulle. Unité, égalité, kinni nom nui bulle. إنكتي نوي مدني موي الوحدة يلا الكبال غيني أيون تنسكلي نبالو دادلسني إنتي يقالتي كني نوم نوي بولي égalité, kinni nom nui bulle. Isku magac baynu nahay, waynu nahay, mid qura nahay, meel baan wax ku wada cunaa, nabadaan wada maalnaa, meel baan wax ku wada cunaa, nabadaan wada maalnaa. Diintaan ka midaysannahay, way diintaan ka midaysannahay. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a souligné que les activités de cette deuxième édition visent à célébrer l'unité nationale comme socle de développement, tout en permettant aux jeunes participants de se rapprocher les uns des autres, de mieux se connaître et de partager la culture de la solidarité, de la fraternité, de l'unité et de la cohésion sociale entre les communautés en général et entre les jeunes du pays en particulier. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, a pour sa part indiqué qu'il s'agit de leur offrir une plateforme de rencontre et d'échange pour s'approprier de cette valeur à travers notamment des ateliers débats, et il est prévu pour le soir des animations culturelles au CDC de la ville d'Obok, un spectacle dédié à la valorisation de l'unité, du dialogue sous tous ses aspects.
C'était ce matin que les archives nationales ont servi d'auditorium à un événement solennel, le versement du deuxième lot des archives présidentielles. Cette cérémonie a réuni les dignitaires, les responsables politiques et figures culturelles, tous présents pour célébrer un acte qui va bien au-delà de la simple formalité administrative, la sauvegarde de notre mémoire collective. Plus de 150 boîtes de documents physiques accompagnées de leur version numérique ont été officiellement remises aux archives nationales. Ces archives n'étant pas de simples dossiers, elles incarnent des moments clés de notre histoire, des décisions stratégiques et des luttes qui ont jalonné le parcours de notre nation. Chaque document témoigne des défis surmontés et des choix cruciaux effectués par les dirigeants, offrant ainsi une perspective précieuse sur l'évolution de Djibouti. En effet, ceci constitue une avancée majeure en transformant ces documents en format numérique. Il s'agit d'assurer non seulement leur conservation, mais également leur accessibilité pour le grand public et les chercheurs. Ce processus permet de préserver l'intégrité des informations tout en facilitant leur consultation. Grâce à cette initiative, les citoyens auront la possibilité d'explorer notre passé, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de notre identité nationale. Cette cérémonie a également été marquée par la signature des bordereaux de versement, moment de formalité qui résonnent comme des engagements pour l'avenir. Il est essentiel de souligner que ce versement n'est pas qu'une simple opération administrative, c'est une déclaration d'intention qui renforce les liens entre notre héritage et notre modernité. En prenant soin de ces archives, nous prenons soin de notre identité nationale et de notre mémoire collective, une initiative qui démontre également l'engagement de Djibouti à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Nous allons écouter quelques réactions du chef de département des archives nationales et du département de la présidence. Nous sommes réunis pour recevoir le deuxième lot des archives de la présidence. Pourquoi le deuxième lot? Parce que nous avons reçu un premier lot le 1er février 2024. Là, c'est la succession, la suite. C'est un processus, c'est un programme qui a été mis en place pour enrichir à la fois les départements des archives nationales, qui est un département dédié à la conservation, à la collecte des archives. Et ce programme, c'est un programme vaste, initié à la fois par la présidence et le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat. Pourquoi conserver, pourquoi collecter et pourquoi préserver le patrimoine culturel? Nous avons vu que notre patrimoine culturel s'est détérioré et était sur le point de disparaître. Donc, en combinant avec un vaste groupe qui est ceux de la présidence et ceux des archives nationales, nous avons pu commencer la collecte des archives. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au deuxième versement du lot de la présidence. Ce projet de modernisation des archives qui a débuté en janvier 2023 s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et la feuille de route fixée aux institutions publiques de préserver et conserver leur patrimoine archivistique numérisé auprès des archives nationales. La présidence de la République est aux avant-gardes de cette mission de modernisation des institutions publiques. Elle a notamment initié et lancé la numérisation des archives et la dématérialisation du journal officiel qui est disponible sur la plateforme journalofficiel.dj. La première version de cette plateforme numérique, lancée en octobre 2023, offre au grand public l'accès à l'ensemble des textes juridiques allant de 1977 à nos jours. Et la deuxième version de cette plateforme permettra de remonter jusqu'à 1900 et sera accessible au grand public d'ici le 30 octobre, Inch'Allah. Parallèlement à la digitalisation du journal officiel, la dématérialisation des archives documentaires de la présidence a suivi son cours. Le 1er février 2024, la présidence a franchi une étape majeure en versant son premier lot d'archives définitives aux archives nationales, composé de 207 boîtes d'archives physiques. Aujourd'hui, cette impulsion se poursuit avec le versement du deuxième lot, constitué de 152 boîtes. Nous allons écouter à présent le directeur de l'ANPC auprès du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Voici ses explications. Les derniers mois ont été marqués par des initiatives nouvelles et des progrès considérables dans notre gestion des archives nationales. Lors de la Semaine internationale des archives, nous avons eu l'occasion de participer à un réseautage fructueux, renforçant ainsi nos liens avec les institutions d'archives publiques nationales et internationales, en nouant effectivement des relations de coopération avec l'ICA. Ces échanges enrichissants ont permis de mieux cerner les meilleures pratiques archivistiques et d'établir des partenariats durables pour l'avenir de notre secteur. Sur le plan de la formation, nous avons
également franchi une étape majeure avec le développement des compétences de nos archivistes djiboutiens, en particulier des EPA djiboutiens qu'on avait invités plus que le ministère, puisqu'on a eu accès aux différentes EPA et organisé des sessions pratiques. Ces formations permettent à nos professionnels de s'adapter aux évolutions méthodologiques et technologiques du secteur archivistique, assurant ainsi une gestion plus efficace de nos ressources documentaires. Le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'université Imam Mohamed Ben Saoud et islamique, Dr Salah Ibn Saïd Al-Shehri, a présenté ses plus sincères félicitations au président de l'université, le professeur Ahmed Ben Salem Al-Amri, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel à l'occasion de l'inclusion de 26 chercheurs de l'université dans la liste des 2% des chercheurs les plus distingués et influents au monde, selon le classement des scientifiques de l'université de Stanford pour l'année 2024. Pour sa part, le président de l'université a félicité les chercheurs dont les noms figurent parmi les 2% des scientifiques les plus cités au niveau mondial, exprimant sa gratitude envers ces scientifiques qui, grâce à leur recherche pionnière et exceptionnelle, ont contribué à élever le nom de l'université à des niveaux internationaux. Il a également souligné que l'augmentation constante du nombre de membres de l'université figurant dans la version récente de la liste des 2% de l'université de Stanford pour 2024 témoigne des efforts considérables déployés tant par les chercheurs et les scientifiques que par les unités éducatives et de soutien de l'université, reflétant ainsi l'engagement des membres de l'université à exceller académiquement et à contribuer aux avancées scientifiques mondiales. Fait divers de ce journal, un incendie s'est déclaré en fin de matinée à l'université de Djibouti, au site 3, à côté du lycée d'État. Les responsables de l'université, tous mobilisés suite à cet incendie qui s'est déclaré dans le premier bâtiment situé à l'entrée de l'université du site 3, qui servait de dépôt de matériel. Par précaution, tous les étudiants de l'université du site 3 ont été évacués, ainsi que les élèves du lycée à cause de la fumée qui a envahi les alentours. L'intervention des sapeurs-pompiers sous les ordres du directeur adjoint de la protection civile, le colonel Abdelkader, était rapide pour venir à bout de cet incendie où l'origine était un court-circuit d'électricité. Sur place, les éléments de l'entreprise Harmonica chargés de la sécurité ont fait le premier secours de l'électricité et à éteindre l'électricité a été coupé pour éviter la propagation de ce feu. Les principales autorités, dont le ministre de l'Éducation, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, le préfet de la ville, Abdi Siki, le colonel de la protection civile, se sont rendus sur le site pour superviser les interventions des sapeurs-pompiers qui ont été efficaces pour éteindre cet incendie. Qui est à côté, le fait était très vite maîtrisé, on a très vite maîtrisé le fait, il n'y a pas de dégâts humains, seulement un petit peu de dégâts matériels. Mais l'enquête qui sera déterminée par l'unité judiciaire en collaboration avec l'unité d'investigation de la protection civile vont déterminer le cause exact de l'incendie. Le préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Seki, a félicité dans une réaction les éléments de la protection civile et de la sécurité publique qui ont rapidement maîtrisé l'incendie, mais aussi évacué cette zone. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de l'université de Djibouti, dans le site 3, juste en face du lycée d'État, devant la gymnase du lycée. Donc un incendie s'est déclaré il y a 1 heure à peu près. Donc heureusement, l'équipe de pompiers, la protection civile, les policiers, les gendarmes sont tous présents. On a réussi à maîtriser la situation au moment où on se parle. Aucun dégât humain n'est à déplorer, à part quelques matériels qui ont été brûlés. En fait, l'incendie n'a pas touché toute l'université ou tout le bloc. Il y a un petit bloc situé devant le portail de l'entrée qui servait en fait en bloc pour la maintenance de matériel. C'est ce bloc qui a été incendié. Mais comme je vous le disais, à l'instant même, l'équipe de pompiers s'est rendue sur place pour maîtriser la situation et pour éteindre le feu. Au moment où on se parle, il n'y a aucun feu qui est là, et à part la fumée. Nous remercions aussi l'intervention rapide du corps de la police de sécurité nationale qui n'ont ménagé aucun effort jusqu'à maintenant, qui se sont déplacés à l'instant même pour maîtriser la situation, pour évacuer le lieu. Et même les élèves du lycée ont été évacués. Parce qu'il y avait trop de fumée là-dedans. Les élèves ou les étudiants qui étaient à l'université aussi ont été évacués. La route était dégagée. Donc toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité routière et la sécurité humaine.
Aux nouvelles mondiales à présent, les délégués participant à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis ont exhorté les partis en présence au Moyen-Orient à cesser les combats. Dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, du Danemark et de Trinité et Tobago ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le terrorisme du Hamas a déclenché une spirale de souffrance humaine et d'instabilité régionale. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique et la souffrance humaine insupportable. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées dans toute la région. Il existe un risque très réel de guerre régionale totale qui affecterait non seulement les populations de la région, mais aussi chacun d'entre nous. Cela doit cesser. Et cela doit cesser maintenant, a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères. Ces appels à cessez-le-feu s'ajoutent à plusieurs autres au moment où il est de plus en plus question de guerre terrestre entre Israël et le Hezbollah. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a ensuite été à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Badr Abdelati a formellement indiqué que le soutien de son pays au projet de réforme de l'ONU qui vise à octroyer 2 sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons accepter que l'Afrique et les États arabes n'aient pas à ce jour de représentants permanents au Conseil de sécurité et ne jouissent pas de prérogatives qui s'y rattachent. Nous soutenons la déclaration de Sirte et le consensus des Unis pour réparer l'injustice historique faite au continent africain, a déclaré Badr Abdelati, ministre égyptien des Affaires étrangères. Par ailleurs, le diplomate égyptien a signifié l'opposition formelle du Caire à ce qu'il appelle déplacement forcé ou transfert de population pour tenter de résoudre les questions palestiniennes. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.